Mesdames, Messieurs, je vous remercie de bien vouloir prendre place et je laisse sans plus attendre la parole à Fabrice Lundy. Merci mon cher Théo, merci mesdames, messieurs, bonsoir et félicitations d'être venus encore très nombreux pour cette dernière conférence que j'ai le plaisir d'animer pour cette deuxième journée, donc ici aux Rencontres de Saint-Raphaël, organisée par monsieur Nicolas Bouzou et la mairie de Saint-Raphaël bien sûr. J'ai le plaisir de venir vous voir chaque année et c'est vrai que quand on s'est quitté l'an dernier, personne n'aurait imaginé que quelques semaines plus tard, la guerre allait frapper notre continent, qu'un pays allait envahir un de ses voisins, que ce pays, donc, était considéré dans un premier temps comme une armée extrêmement forte. Bon, voilà, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Et qui aurait pu imaginer qu'on reparlerait aussi, alors un mot plus ou moins couvert, de guerre nucléaire. Oui, on a beaucoup entendu ça depuis le mois de février. Pour l'instant, évidemment, à l'état de menace, heureusement. Et puis, c'était l'économie, allait être frappée de plein fouet. Évidemment, notre vie quotidienne aussi allait être bouleversée, hein, qu'on soit évidemment au centre de l'Europe ou ici en France, dans le sud de la France, bien entendu. Ce soir, on va vous proposer d'évoquer l'avenir de l'Ukraine. L'avenir de l'Ukraine parce qu'il y a des images qui arrivent régulièrement en provenance de ce pays qui souffre beaucoup depuis le mois de février. Et la semaine dernière, vous avez tous découvert ces visages heureux de la population de Kherson, libérés donc après l'abandon du terrain par les troupes russes, justement. Nouvelle étape franchie par les soldats de Kiev dans la reconquête de leur territoire, mais la route, elle va être longue, bien entendu. C'est ce qu'on va voir. Et après, quand la guerre va-t-elle s'arrêter? Y aura-t-il un traité de paix? Discuter entre qui et qui? Sur quelle base également? Qui va reconstruire aussi ce pays qui est 2 fois grand comme la France, justement, voilà, qui a subi évidemment à la fois des drames humains, bien entendu, et puis évidemment des bâtiments, des routes, des ponts qui ont été totalement détruits. C'est ce qu'on va voir avec notre invitée exceptionnelle que Nicolas Bouzou a souhaité inviter personnellement ce soir. Elle est députée ukrainienne, elle est dirigeante du parti Golos, libéral, pro-européen, ce parti. Elle est vice-présidente de l'Alliance des libéraux et démocrates en Europe. C'est aussi une femme d'entreprise, puisqu'elle a évolué dans la tech en créant sa boîte Ring, revendue ensuite à Amazon. Elle est venue spécialement pour vous, je vous demande de l'applaudir très fort, Kira Rudik. À ses côtés, un grand spécialiste de l'ex-URSS, et en ce qui nous concerne, bien entendu, de la Russie, de l'Ukraine. C'est Olivier Védrine qu'on applaudit également. Grand spécialiste de la région, il habite l'Ukraine. Professeur à Kiev, enseignant à l'ENA, à l'IHEDN, à la Revue de Défense Nationale. Et Olivier, ce qui est important aussi de souligner, c'est que vous avez participé il y a 10 jours près de Varsovie à un congrès d'anciens députés de personnalités russes de l'opposition sous la houlette de Ilya Ponomarev, qui en 2014 fut le seul à la Douma à voter contre l'annexion de la Crimée, donc par la Russie. Et vous étiez le seul étranger non ex-URSS à prononcer un discours. Et toute cette communauté vous a proposé pour devenir ambassadeur donc, du Parlement en exil, du Parlement de l'opposition en exil. Nicolas Bouzou, bien entendu, qui est avec nous, qui organise ces rencontres de Saint-Raphaël. Et puis, comme le rappelait tout à l'heure très justement Théo Tapiro, donc n'oubliez pas, Canal 2 pour suivre. Et on salue évidemment Madame Pauline Beaumont qui se trouve en cabine là-haut, qui va assurer toute la traduction. J'ai demandé également qu'on prépare une carte. On va la diffuser également. C'est toujours intéressant de s'appuyer sur une carte de l'Ukraine, carte qui date du début de la semaine. J'ai essayé de l'actualiser le plus possible, bien entendu. On va déjà parler un petit peu de vous, Kira. Question toute simple, très pratique. Comment vous êtes venu ici à Saint-Raphaël et comment vous allez repartir? Prenez le micro, s'il vous plaît, Kira. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être présente ce soir. Un honneur également de m'adresser à vous au nom de l'Ukraine, au nom de mon peuple. Je suis venue de Bucarest et je vais repartir à Varsovie. Et ensuite, pour aller à Kiev, là où j'habite, il me faudrait 12 à 18 heures au volant d'une voiture. Il n'y a plus de vol en Ukraine. Et les routes sont couvertes de neige. Cette semaine, on a eu notre première neige et nous savons que l'hiver est en train de toquer à notre porte.
Aujourd'hui, 40% de notre infrastructure énergétique est détruite. Ça a été très difficile pour le peuple. Depuis 3 semaines maintenant, chez moi, on n'a pas eu de l'électricité et l'eau courante est disponible qu'à certaines heures de la journée. Il est très difficile. Et bien sûr, nous savons que l'hiver va être très dur, le plus dur depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais la chose la plus bizarre est que j'ai déjà parlé avec les leaders en Slovaquie, en Pologne, en Roumanie, c'est là où j'étais aujourd'hui, pour dire qu'il faut s'attendre à beaucoup de réfugiés, des gens qui vont fuir pour protéger leur famille. Mais on ne les voit pas. Nous savons qu'il y a ces attaques sur les infrastructures énergétiques. Et c'est Poutine qui essaie de nous briser et on ne le lui permettrait pas. On va rester fort, on reste unis, on relève le défi et on va gagner. Le peuple ukrainien se prépare. Bien sûr, on a besoin de soutien, mais on se prépare. Kira Rudik, lorsque vous voyez les images de la semaine dernière, Kherson qui revient sous le contrôle de l'armée ukrainienne, quand on voit ces images qui nous ont tous émus, bien entendu, évidemment, je pense notamment à l'image de ce soldat ukrainien qui n'a pas revu sa grand-mère depuis le mois de janvier, le mois de février, quand on voit ce matin même, encore samedi matin, le premier train entre Kiev et Kherson, premier train depuis le début de l'année, avec des scènes totalement émouvantes. Là aussi, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on est allé dans le début de la fin de la guerre? Là, je cite le président Zelensky, qui était sur place, qui était à Kherson lundi, qui est venu acclamé en héros. Tout d'abord, bien sûr, mon cœur est en train de chanter lorsque je pense à Kherson et sa libération. Le point principal est qu'il n'y a pas beaucoup de gens en dehors de l'Ukraine qui croient que ce soit possible. Beaucoup d'individus pensaient qu'on allait perdre cette guerre. Et nous sommes énormément fiers. Chaque citoyen ukrainien est fier de dire « Regardez-nous ». Vous ne pensiez pas qu'on allait résister pendant quelques jours ou plus. Vous ne croyez pas à ça. Personne n'a cru qu'on allait obtenir des armes très lourdes, qu'on allait poser notre candidature pour rejoindre l'Union européenne. Très peu de gens croient que la contre-défense est possible, mais maintenant, c'est un signal énorme que nous pouvons faire tant de choses puisqu'on croit en nous-mêmes et chacun croit en l'autre et nous recevons du soutien de partout dans le monde. C'est l'enseignement principal de cette guerre, que l'on peut que gagner si on est unis. On ne peut que se battre et gagner dans cette bataille de David contre Goliath si on est soutenu, si les gens de différents pays qui ne connaissiez pas votre existence auparavant vous envoient des vêtements, de l'argent, des cartes de vœux en disant « Nous sommes à vos côtés, nous allons gagner avec vous ». C'est formidable. Vous savez pas de la fin de la guerre. En fait, on a l'intention de gagner cette guerre et regagner notre souveraineté pour regagner les frontières de 91. Nous sommes un pays souverain, indépendant, démocratique. On n'a rien fait de mauvais. Et on veut récupérer ce qui est à nous. On veut libérer notre peuple. On va reparler dans un instant, bien entendu, Kira Rudik. Juste Olivier Védrine. Ce combat de David contre Goliath, et c'est vrai, je le rappelais en préambule, l'armée russe qui attaque l'Ukraine, et il y a un instant, Kira disait, ben voilà, tout le monde nous voyait perdants dès le début, bien sûr, et c'est ce qu'on pensait également. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il n'y a pas ce basculement, bien sûr, je ne sais pas si on peut encore parler de basculement, mais qu'est-ce qui a fait que l'armée russe, finalement, n'a pas pu faire
ce pourquoi elle était envoyée là-bas en Ukraine. Quelle est votre explication, Olivier? Alors, allô? Oui, allez-y, Olivier. Il y a deux choses. Premièrement, j'ai vécu 10 ans en Ukraine, 10 ans à Kiev. J'ai fait Maïdan, donc de début décembre à fin février. Donc Maïdan, c'était la révolution ukrainienne Voilà. En 2014. Voilà, pro-européenne, etc. Pro-européenne, bien sûr. Donc, j'avais été invité par les Ukrainiens à intervenir plusieurs fois sur la scène de Maïdan. Je me rappelle du 8 décembre, il y avait 300 ou 400 000 personnes sur la place. Et j'ai vu la volonté d'un peuple, tout simplement. Et je crois que quand la guerre a été... de toute façon, la guerre, elle date de 2014 avec l'annexion de la Crimée. Mais le 24 février, je dors dans mon lit et 5 heures du matin, je suis réveillé par les explosions. Je vais dans le salon et il y a un avion de chasse qui survole mon appartement. Et pendant quelques jours, je vais dormir dans les abris. Et à ce moment-là, j'ai BFM TV et LCI qui m'interviewent. Et je me rappelle d'un général qui était sur BFM, je crois. Et le général dit oui, bon, l'armée ukrainienne, elle n'a pas le potentiel pour résister. Je dis, vous ne comprenez pas, là. Je les connais, je les ai vus sur Maïdan, ils vont résister, ils vont gagner, et je disais, ils referont Cameron s'il le faut. Cameron étant un épisode de la Légion étrangère où 60 et quelques légionnaires contre 2000 Mexicains. C'est un peu ça, en fin de compte, l'Ukraine. Et c'est du courage et de la volonté. Oui, il y a du courage, de la volonté, il y a de la résistance côté ukrainien, mais qu'est-ce qui a fait que l'armée russe, qu'on pensait une armée forte, finalement, s'est révélée être une armée, je ne vais pas dire en carton, c'est pas ça, mais enfin bon, en tout cas, moins offensive qu'on pouvait imaginer. Olivier, puis je vous laisserai... Mais vous avez le syndrome en Occident, vous avez le syndrome que vous avez eu jusque dans les années 91. Vous avez exagéré la puissance de l'URSS et vous avez surexagéré la puissance de la Russie. La grande faute de l'armée russe, c'est une organisation, c'est une armée qui est organisée de cette façon depuis la Seconde Guerre mondiale, organisation en silo, pas d'interopérabilité entre les forces, et tout part du général et il n'y a pas d'initiative. Je vous rappelle qu'à l'époque de l'URSS, l'initiative était répréhensible. Donc vous avez une armée sans initiative. En face, vous avez une armée ukrainienne qui a été formée selon les préceptes de l'OTAN. Donc interopérabilité, modernisation, en face d'une armée russe qui était archaïque. Et cette armée russe au départ, ils ont envoyé des bourriates, ils ont envoyé des minorités ethniques. Pourquoi? Parce que ça, c'est le modus operandi de l'armée russe. À savoir, au départ, on va envoyer les minorités dont on veut, je dirais, se passer, pour être correct. Clairement, il y a un peu de racisme quand même. Voilà. Et ces gens-là se sont retrouvés en Ukraine sans savoir où ils étaient. Aucune motivation. En face, les Ukrainiens se battaient pour leur terre. Et ils savaient pourquoi ils se battaient, les Ukrainiens. Et la différence, elle est là. Kira Rudik, s'il vous plaît. Oh, I really want to take this one. Ah oui, j'ai vraiment envie de dire mon petit mot ici. Tout d'abord, c'était pas que les forces armées ukrainiennes qui ont garanti qu'on allait gagner cette guerre. Tout d'abord, pendant les 2 premiers mois, lorsqu'il y avait la Russie qui nous attaquait, qui entourait Kiev, notre capitale, il y avait certains gens qui ont formé des unités de défense, des divisions de chasse, des personnes qui s'engageaient dans la défense territoriale, qui disaient « on ne va pas leur permettre de gagner sur nous ». Des personnes qui se relevaient, qui se levaient pour faire face à la Russie. Avant qu'il y avait beaucoup de commandements au début. L'armée, oui, menait sa bataille, mais également il y avait des volontaires, juste les gens de la rue, qui disaient tout simplement « on va y aller, on va protéger nos villes ». C'est ça la raison principale qui nous a permis de ne pas tomber dès le début. Je peux vous dire, moi personnellement, j'étais armée.
Moi, j'avais une Kalachnikov, je l'ai obtenue le premier jour de la guerre et on m'a formé à m'en servir avec mes voisins, mes voisines, les gens qui se sont jamais armés de leur vie. Parce qu'on s'est dit, chaque paire de mains a un rôle à jouer lorsque les Russes vont arriver. C'est très important cela. Deuxième point. Chaque territoire libéré nous révèle les mêmes choses. Tout d'abord, les corps en masse, enterrés. Troisième, les chambres de torture. Et troisième, les femmes violées. Nos soldats savent cela. Ils se réveillent le matin, tous les matins, et ils se disent, aujourd'hui, je vais libérer la mère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, les parents de quelqu'un, que Dieu me vienne en aide. Si je dois mourir, je mourrai. Et les soldats font le travail. Les soldats russes disent, nous sommes au milieu de nulle part, je ne connais pas ces bâtiments. Pourquoi je vais mourir pour ce bâtiment administratif? Non, je ne vais pas mourir pour cette raison-là. Et c'est pour cela que l'Ukraine est tellement forte. Mais il y a un point très important à relever en ce qui concerne les raisons de nos avancements. C'est parce que c'est notre terre natale. Et je suis d'accord que les gens imaginaient que la Russie était tellement forte. C'était surexagéré. Quand on a démarré la guerre, on disait que la Russe a la deuxième armée la plus forte du monde. En fait, non. Ils ont la deuxième armée la plus forte en Ukraine. Vous êtes servi de la Kalachnikov, vous êtes battu, vous êtes monté au front, pas vous personnellement? Non, je ne suis pas allée sur le front, mais j'étais prête. J'allais le faire si on me le demandait. Bien. Le premier jour, lorsque les bombes tombaient sur Kiev, on ne savait pas à quoi s'attendre. La Russie ne comptait pas prendre l'Est et le Sud. La Russie visait Kiev, tuer le président et détruire le Parlement, entourer Kiev et conquérir l'Ukraine d'une manière politique. Donc, on distribuait les armes aux citoyens en disant « préparez-vous » parce qu'ils arrivent, les Russes. On se préparait à toute éventualité. On était prêt à se battre avec ces armes-là. On était prêt à faire face à un siège. Et chez moi, j'ai caché des aliments partout. Il y a des bouteilles d'eau qui sont cachées partout. Et ça va rester avec nous, ce sentiment, qu'un jour, il va nous manquer de l'alimentation. Mes grands-parents ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale et on ne les comprenait pas. On les avait en pitié parce qu'ils cachaient du pain. Ils avaient toujours peur du bruit un peu fort. Mais maintenant, ça s'applique à moi et à mes enfants. On est pareil. Il faut attendre une autre génération pour mettre fin à cela. Et ce qui m'amène à la question de la paix. On va y revenir dans un instant. Nicolas, tu souhaitais poser une question et mettre une réflexion. Je voulais réagir, si tu m'y autorises, sur la question de l'efficacité de l'armée ukrainienne. Oui. Je n'ai évidemment aucune compétence dans le domaine militaire et je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais je voudrais faire le lien avec un sujet que je connais bien, sur lequel j'ai travaillé, j'en ai beaucoup parlé au début de la guerre avec le gouvernement, c'est la question des sanctions, parce que je considère que les sanctions sont très bien faites et qu'elles ont un impact militaire qui est important. Parce que quand on a réfléchi aux sanctions, on s'est dit, là, il ne s'agit pas de mettre en place des sanctions économiques pour punir un pays, ça n'a pas de sens. Il s'agit d'arrêter le président Poutine. Et donc, on a beaucoup réfléchi en termes d'efficacité. Et des mesures qui ont été prises, qui sont un peu techniques, comme le gel des réserves de la Banque centrale russe ou un certain nombre d'embargos, empêchent la Russie d'acheter des composants dont elle a besoin pour son armement. Et donc, à chaque fois que l'armée ukrainienne, qui est très efficace, qui est très bien organisée, qui est très courageuse, qui est bien équipée
et puis qu'on aide aussi. Alors je sais que la députée demande de nouveaux équipements, mais on aide l'armée ukrainienne. Cette efficacité qui permet de détruire un certain nombre d'armes russes tous les jours, c'est très efficace parce que la Russie a énormément de mal à reconstituer ses stocks de missiles, ses stocks de chars. Et ça, c'est grâce aux sanctions. Je me permets de mettre les points sur les i parce que dans le débat public, j'entends tellement de choses qui ressemblent à de la propagande, qui expliquent que ces sanctions sont en train de détruire notre économie. Les sanctions, oui, elles ont un impact négatif sur nous, mais elles ont aussi un impact militaire. Elles ont vocation à faire en sorte d'affaiblir l'armée russe. Juste, Olivier, un mot. Les sanctions dont parlait Nicolas Bouzou, de quelle manière ont-elles affaibli l'économie russe qui est déjà sous le coup de sanctions depuis l'invasion, depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Il ne faut pas arrêter le micro à chaque fois. Voilà. Alors voilà, donc on en parlait, Nicolas, d'ailleurs, sur un plateau télé. Et alors j'étais content de rencontrer Nicolas sur les sanctions parce qu'il est un des rares à effectivement connaître bien son sujet sur les sanctions qui affaiblissent la Russie. Alors, je dirais, les sanctions, elles affaiblissent d'autant la Russie qu'elles affaiblissent Poutine. Et une preuve, c'est ces disparitions et meurtres inexpliqués des oligarques. Il faut savoir qu'entre le pouvoir politique de Poutine et les oligarques, il y a un deal. Poutine fait la politique, les oligarques ne font pas de politique, ils font de l'économie. Mais les oligarques perdent de l'argent. Donc, tous ces oligarques qui ont pu être exécutés, suicidés, sont des gens qui étaient dans une logique de révolte, parce que le contrat n'est plus respecté. Et le contrat n'est plus respecté parce que l'économie va mal, à cause et grâce aux sanctions. Kira Rudik, Madame la députée. L'un de mes projets en tant que politique est de travailler avec ces actifs gelés qui ont été sanctionnés. Aujourd'hui, le montant dont nous avons besoin pour reconstruire le pays s'élève à plus d'1 trillion de dollars. Mais où est-ce qu'on va trouver cet argent? Nous savons, on continue à demander à nos alliés pour davantage de soutien et chaque pays a ses propres problèmes. Nous avons tous une inflation avec beaucoup de pression sur l'économie. Et ce n'est pas juste que ceux qui nous soutiennent, qui vont devoir payer de leur poche pour ce que Poutine est en train de faire, pour les crimes qu'il est en train de perpétrer avec ses armées. Et moi, je crois que ces actifs gelés, qui valent plus de 500 milliards de dollars, qui appartiennent aux oligarques et à la Banque centrale russe, cet argent-là doit être dépensé pour faire réparation des crimes de Poutine. C'est logique, c'est juste, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et on travaille là-dessus. Et si vous vous dites que ce n'est pas possible, c'est trop difficile, permettez-moi de vous dire qu'au Canada, nous avons déjà eu du succès. Au Canada, le Parlement a adopté une loi qui permet de faire cela. Il n'y a pas beaucoup d'argent russe au Canada, apparemment, mais c'est une première étape. Donc, je crois que la prochaine étape va faire la même chose au Royaume-Uni et ensuite en Europe. Et on travaille là-dessus. Et je crois que c'est la chose la plus juste à faire pour faire en sorte que Poutine paie le prix de ses crimes. Oui, alors, je veux bien, mais il y a une autre étape avant de commencer à reconstruire le pays, et vous l'évoquiez il y a quelques instants, Madame la députée, c'est évidemment le cessez-le-feu, un éventuel traité de paix. Vous nous parliez des frontières de 91. Je voudrais qu'on remette, s'il vous plaît, en régie la carte de l'Ukraine pour qu'on voit un petit peu à quoi correspondraient ces frontières de 1991. C'est évidemment l'intégralité du territoire, c'est-à-dire le jaune, bien sûr, le rouge, ce sont les territoires annexés par la Russie, avec des référendums bidons, bien entendu, comme chacun sait, bien sûr. Bon, très bien, mais un traité de paix pour parler de quoi? Et une question que je poserai aussi à Olivier Védrine. Discuter avec qui? Alors, on comprend bien que de votre côté, ça sera le président Zelensky. En face, qui ça pourrait être? Est-ce que vous accepterez éventuellement de vous mettre à la table avec le président russe Vladimir Poutine? Je ne sais pas. Voilà. Les lignes rouges,
à ne pas franchir, des deux côtés hein, aussi. Hein, Olivier, il faudra me dire également les lignes rouges que la Russie n'est pas prête à franchir. Alors allez-y déjà peut-être avec vous, Kira Rudik. I'll start. Okay. So, the main question about... J'y vais. Concernant un accord de paix et un accord avec la Russie, à partir d'aujourd'hui, il n'y a aucune organisation, aucun leader dans le monde qui pourrait faire en sorte que Poutine respecte sa parole. Personne. Personne s'est présenté pour dire « Moi, je lève la main, je vais être la personne qui va prendre la responsabilité pour faire en sorte que Poutine ne va pas réattaquer l'Ukraine. » Et c'est ça l'écueil principal. Nous, on souhaite regagner notre souveraineté, mais pour nous, il est très important également de faire en sorte que la Russie ne nous réattaque pas. Comment le faire? Quels sont les accords internationaux? Poutine, il brise toutes les lois internationales. Quelles pourraient être les pressions effectuées par des organisations internationales? Poutine s'en fiche. Comment peut-on faire en sorte que lui, il ne va pas réattaquer? Une question principale que je me pose est la suivante. Comment faire en sorte que nos enfants ne vont pas être obligés de faire la même guerre que nous? La Russie souhaite rétablir l'USSR, peut-être, l'URSS plutôt, mais on a vu les atrocités, on a vu la douleur, on a vu ces combats, mais on doit à la génération suivante qu'elle ne doit pas subir les mêmes choses que nous. Comment le faire? Et pour nous, actuellement, et j'ai du mal à le faire en tant que femme politique, il va falloir reconstruire l'Ukraine comme un État militaire si on ne trouve pas une solution diplomatique. Et au jour d'aujourd'hui, il me semble qu'il n'y en a pas de solution diplomatique. Parce que qui va faire en sorte que Poutine ne va pas attendre une année après un accord de paix, refluer ses forces d'attaque pour réattaquer? Et ensuite, quoi? Et donc pas de discussion avec Vladimir Poutine en tête-à-tête. Ça, c'est totalement exclu à vos yeux. Oui, c'est exclu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On l'a déjà fait. La guerre n'a pas commencé au mois de février. Non, bien sûr. Elle a commencé il y a 8 ans. En 2014, ouais. Et les tentatives qu'on a faites pendant 8 ans, on voulait obtenir un cessez-le-feu. Tous les accords qui existaient pendant les 8 ans commençaient avec un cessez-le-feu. Mais on ne l'a jamais vu. Poutine disait tout le temps, c'est pas mes soldats qui tirent sur les Ukrainiens, ça doit être quelqu'un d'autre, c'est pas nous, je ne sais pas ce qui se passe. Il avait plein d'excuses. Et le problème est que tout le monde ne regardait pas, cachait les yeux. Et maintenant, nous avons beaucoup de pression sur l'économie, sur l'énergie. C'est le résultat du fait de ne pas avoir regardé en face ce qui se passait. C'est pour cela que nous avons établi ce plan et le président Zelensky l'a évoqué pendant le G20. On souhaite regagner nos territoires. Il y a 10 points qui décrivent les garanties dont on a besoin pour faire la paix, y compris un tribunal pour les criminels de guerre, tous ceux qui ont fait ces choses affreuses, la sécurité énergétique, écologique, nucléaire. Il faut être clair. Tout le monde a peur de Poutine parce qu'on a peur qu'il va appuyer sur le bouton rouge. Et moi, je crois qu'il en est capable. Ou créer un incident avec une des postes nucléaires qui sont bombardés. C'est dangereux de jeter des bombes sur un centre nucléaire. On connaît Tchernobyl, tous. Maintenant, il y a un idiot qui pourrait créer encore une catastrophe de la même sorte. Chez moi, à Kiev, on a un petit sac à dos caché sous l'escalier
pour le cas d'une attaque nucléaire avec une combinaison, un maître pour prendre les relevés de guerre et l'alimentation, l'eau. On prend au sérieux cette menace. On sait que ça peut se passer. Même si Poutine le dit qu'il ne va pas le faire, il pourrait le faire. Il en est capable. Il dit, c'est pas moi, point à la ligne. Donc, il faut que l'on soit prêt. Il est très important que nous tous pensons à comment un nouveau système sécuritaire pourrait ressembler. Avec la Russie, le Poutine, il faut ne pas lui permettre de faire ce qu'il veut. Beaucoup d'autres pays nous regardent. Moi, j'ai voyagé partout dans le monde, en Afrique, au Taïwan, Afrique du Sud. Je peux vous dire que tout le monde nous regarde. Ils observent comment réagit le monde à Poutine. Parce que si quelqu'un, et un tyran, un autre pays tyran veut capter une autre partie d'un autre pays, il regarde comment fait Poutine. Donc, il pense que l'unité que nous démontrons est très importante. Il faut vraiment montrer qu'on ne cède pas à ces pressions. Il faut rester ensemble, unis, pour gagner cette guerre et pour dire que non, ça ne va pas. Dans le XXIe siècle, on ne peut pas déclarer la guerre sur son voisin et pour dire ensuite, non, OK, on fait la paix maintenant. Oh, Olivier Védrine, qu'y a-t-il dans la... Bon, c'est toujours une question un peu compliquée pour y répondre, mais qu'y a-t-il dans la tête de Poutine? Est-ce que Poutine peut, à un moment, discuter avec les Ukrainiens où il n'est vraiment pas fondé à discuter, à se mettre autour d'une table? Est-ce qu'il est prêt à lâcher la Crimée? Est-ce qu'il va s'arc-bouter sur la Crimée? C'est quoi la suite? Parce qu'on parle de l'avenir de l'Ukraine. Disons quand même un mot de l'avenir de Poutine. Et on vient d'entendre Madame la députée parler d'un tribunal international pour juger les crimes de guerre. Est-ce qu'on peut envisager un jour, c'est une question, hein, Poutine, des ministres, des généraux, etc., envoyés sur le terrain, faire une sorte de Nuremberg ou autre chose, enfin un tribunal de la Haye, ce que vous voulez? Alors, vous l'avez dit au départ, j'ai été au Parlement, en exil, on peut dire, des députés de la Douma et des conseils d'oblast, des conseils régionaux, qui sont réunis autour d'Ilya Ponomarev en Pologne. Il y avait aussi des députés ukrainiens qui étaient invités, il y avait les délégations d'Asie centrale, les délégations du Caucase. J'étais le seul. Et monsieur qui se trouve au premier rang est le chef de l'opposition au Turkménistan. Au Turkménistan. Voilà. Et nous avons... dictature extrêmement dure, là aussi. Et il est dans le même cas que la jeune femme qui a été élue présidente de la Bélarus. Il a fait des élections alternatives. Mourad. Il a fait des élections alternatives. Il les a gagnées. Il les a gagnées. Il était là, il est représenté lors de ce Parlement l'Asie centrale. Alors pourquoi j'ai été invité? Parce que j'arrive, comme me disent mes amis russes, tu penses comme un Russe. Tu comprends comment on pense et tu arrives à comprendre aussi comment pense Poutine. Alors je dis, waouh, j'espère que je ne suis pas aussi atteint que ça. Et donc, Poutine est incapable de négocier l'Ukraine. Psychologiquement, c'est une barrière. C'est une obsession, l'Ukraine. Pardon, Olivier, tu parles d'obsession. Qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a conduit à cette attaque extrêmement violente, vraiment cet arc-boutisme? Voilà. Et pourquoi il a ça en lui, l'Ukraine, Poutine? Poutine est frustré par la fin de l'Union soviétique, qu'il dit être le plus grand désastre géopolitique du XXe siècle. Et son rêve, depuis son accession au pouvoir, c'est de restaurer l'Union soviétique. Depuis 1999, c'est son rêve. Et il va s'y tenir. Impossible de négocier avec lui. Ce n'est pas l'homme qui va apporter la paix. Et nous devons déjà penser à un procès de Nuremberg. Et dans les négociations que nous devons ouvrir pour la paix en Ukraine, il est impératif de dire dans ces négociations que dès le départ, nous voulons ouvrir un procès du Nuremberg pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce n'est pas négociable. Et je pense, c'est pour ça actuellement que vous voyez s'agiter autour du Kremlin et autour de Poutine certaines forces, maintenant il y a un épuisement politique au Kremlin où Poutine n'est plus l'homme fort qu'il était. Mais je le dis, ce n'est pas Poutine et avec Poutine qu'on va négocier la paix.
C'est une obsession chez lui. Il veut restaurer l'Union soviétique. Et après l'Ukraine, ça sera d'autres pays, s'il gagne. Donc, il faut à tout prix soutenir l'Ukraine pour notre propre liberté. Et je le dis, ne soyons pas munichois. Ne soyons pas munichois. Kira Rudik, vous l'avez un petit peu abordé quelques instants au travers de la saisie et de l'utilisation de tous les comptes gelés des oligarques. Je le disais, évidemment, cette guerre depuis le 24 février a fait un nombre très nombreux de victimes, de morts, de blessés, de traumatismes. Évidemment, vous évoquiez cette pratique du viol, bien sûr, qui est totalement sordide. Ces tortures, bien entendu, c'est une chose. Je pensais plus à la reconstruction, j'allais dire, les bâtiments, les routes, les ponts, les voies de chemin de fer, les centrales électriques également, que l'armée russe prend un malin plaisir, évidemment, à détruire pour provoquer pour vous mettre dans le froid, vous les Ukrainiens. Est-ce qu'on a une idée de combien ça pourrait coûter, cette reconstruction? Quels seront les premiers chantiers à mener en priorité? Qui pourrait vous aider? À qui vous allez demander de l'aide? Tout d'abord, un peu de clarification. L'argent que l'on souhaite confisquer n'appartient pas que aux oligarques russes. Il appartient également à l'État russe. On est clair là-dessus. Il est très important de confisquer ces biens pour montrer aux autres dictateurs dans le monde que si eux, ils attaquent un pays souverain, leurs actifs également vont être confisqués. Moi, j'ai visité le Taïwan. Il me demandait comment faire en sorte que la Chine ne nous attaque pas. J'ai visité les pays africains qui ont peur également. Voilà une manière d'empêcher une attaque par un autre pays. Deuxième point, pour la reconstruction. On ne peut pas attendre la fin de la guerre pour reconstruire notre pays. On est là, tous assis ici. En même temps, il y a des personnes en Ukraine qui réparent l'infrastructure électrique parce qu'il neige déjà en Ukraine. Et on sait qu'il est difficile de faire la guerre si on n'a pas si ces besoins de base ne sont pas satisfaits. Donc, si vous êtes dans un bunker, vous avez de la lumière, de la chaleur, les enfants peuvent jouer, c'est une chose pour passer 4-5 heures dans le bunker, dans l'abri. Mais quand il fait noir, quand il fait froid, quand vous n'avez pas Internet pour comprendre ce qui se passe autour de vous, lorsque vous ne pouvez pas lire une histoire à vos enfants puisque vous n'avez pas de lumière, c'est une autre chose, c'est une torture. Et c'est mal pour la psychologie des enfants. Donc, pour la reconstruction, je dirais qu'on est déjà en train de le faire. Nous recevons beaucoup de soutien. La première chose à reconstruire va être l'infrastructure énergétique. Vous me demandez quelle est la chose la plus importante dont on a besoin de tous nos alliés, y compris la France. On a besoin d'un système de protection aérien. Depuis le premier jour, on a demandé de l'aide pour protéger nos cieux, puisqu'on peut être très courageux, on peut aller se combattre, on peut porter sa Kalachnikov, mais on ne peut rien faire pour se protéger et protéger sa famille d'un énorme morceau de métal qui tombe du ciel pour détruire. Pardon, je vous interromps. Vous savez très bien que c'est extrêmement compliqué parce que si on sanctuarise quelque part l'espace aérien, ça va se faire avec des avions de chasse français, polonais, allemands, je ne sais quoi, etc. Et là, ça serait vraiment une entrée en guerre officielle de ces pays sur le théâtre ukrainien. C'est pour cela qu'on dit que nous comprenons que personne ne va se battre pour notre territoire, c'est notre responsabilité. Mais on vous demande de nous donner les systèmes pour le faire. Donnez-nous les avions, les systèmes de protection aériens. Et ensuite, nous allons faire le nécessaire. On va protéger ce qui nous appartient. On connaît la stratégie russe. Ils utilisent ces drones
qui sont très précis, qui attaquent nos stations énergétiques. Ils attaquent, nous essayons de les reconstruire, les Russes reviennent pour les redétruire. Mais la troisième fois, ils font une explosion, il n'y a plus rien à reconstruire. Et c'est pour cela qu'on a besoin de ces systèmes qui protègent les infrastructures. C'est le meilleur investissement à faire actuellement. Parce qu'à chaque fois, on reconstruit, mais ensuite, la Russie revient pour lancer une centaine de bombes là-dessus. Et la reconstruction devient inutile. C'est pour cela qu'on dit, tout d'abord, avant d'entamer les efforts de reconstruction, la toute première chose à faire est de protéger ce que nous avons actuellement. Le président Biden nous a proposé un système de protection aérien. Une fois 40% de notre système énergétique détruit. Et je me demande pourquoi après? Pourquoi pas avant? On aurait pu l'avoir, la situation aurait été différente. C'est pour cela que je dis à tous les femmes et les hommes politiques, de toute personne dans les nations libres, je vous dis, on a besoin de ces systèmes en place dès que possible. On en a besoin de beaucoup. L'Ukraine, c'est un pays énorme, 2 fois plus grand que la France. C'est vrai que nous avons reçu beaucoup de choses, mais ça ne fait qu'une toute petite partie de ce dont on a besoin. Les hôpitaux doivent être protégés, les écoles doivent être protégées, les infrastructures énergétiques aussi. Ce sont les choses qu'attaque Poutine. C'est vrai, il est obsédé par l'Ukraine et il voit que ses armées sont en train de perdre. Alors, il fait la même chose qu'un terroriste. Il détruit la population civile. Il tue les citoyens pour prouver que lui est toujours le plus fort. Les hôpitaux, les écoles, les universités. Je te donne la parole dans un instant, Olivier. Juste, Nicolas Bouzou, alors là, tu peux reprendre ta casquette d'économiste, spécialiste aussi, je sais que tu travailles beaucoup là-dessus, tout ce qui est infrastructure, bien entendu. Quand tu vois un pays comme l'Ukraine, qui a souffert, et spécialement donc, dans une partie du pays, évidemment, la partie orientale, mais pas que, hein, bien sûr, parce qu'il a tapé jusqu'à Lviv, à la frontière polonaise. Comment ça se reconstruit un pays? On commence par quoi? Ça coûte combien? Alors, ça peut... un pays, comme le rappelait tout de suite Madame la députée, 2 fois grand comme la France, et qui ressemble à tout point de vue à la France. Pour être allé souvent en Ukraine, c'est un pays qui ressemble à notre pays, hein, tout simplement. Voilà. Oui, mais on a pas mal d'exemples dans l'histoire, mais y compris en Europe, hein, de pays qui ont connu des destructions relativement importantes. L'Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que la reconstruction peut être assez rapide. Il faut du capital, en fait. Il faut du capital, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent qui viendra de l'étranger et qui sera investi. Et de ce point de vue-là, je suis plutôt optimiste, parce que voilà, j'imagine assez bien que l'Ukraine, étant en plus candidate à l'adhésion à l'Union européenne, alors ça ne veut pas dire du tout que l'Ukraine fera partie de l'Union européenne, mais le processus de candidat... Non. J'en sais rien, je peux pas, c'est pas moi là, je peux absolument pas dire que ce sera. C'est juste Nicolas Bouzou, il est pas président. Mais surtout, voilà, surtout, alors là, je ne dirais pas de choses présomptueuses sur l'avenir, donc je ne peux pas le dire, je ne le dirai pas. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que ça fait entrer l'Ukraine de toute façon dans un processus de convergence juridique, un processus de convergence financier, et donc ça va attirer des capitaux vers l'Ukraine qui seront utiles à la reconstruction des infrastructures. Et si tu m'y autorises, j'aimerais poser une question à Kira Rudik, parce qu'il y a la question de la défense, il y a la question de l'après, de la reconstruction, et on espère que cet après arrivera le plus vite possible, mais il y a aussi la question de la continuité démocratique en temps de guerre. Et moi, j'aurais une question extrêmement concrète. Vous êtes député. Est-ce que vous siégez en ce moment au Parlement ukrainien? La Rada. Et si vous siégez, comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous votez des lois autres que des lois qui concernent le domaine militaire? Merci beaucoup pour cette question. Je dois vous raconter 2 anecdotes. Tout d'abord, pour parler de la question européenne, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire pour mon peuple. Tout d'abord, en Ukraine, nous faisons déjà partie de l'Union européenne. Il faut juste que les autres se rendent compte qu'on en fasse partie. Au début de la guerre, les soldats ukrainiens
mettaient 2 drapeaux sur leur sac à dos, le drapeau ukrainien et le drapeau européen. Et c'est pour cela, lorsque nous, on essaye de poser la candidature pour faire partie de l'Union européenne, j'étais désespérée. Je me suis dit, si on nous le refuse, qu'est-ce que je vais dire aux soldats sur le front qui me demandent, est-ce que l'on se bat sous le mauvais drapeau? Et dans notre Constitution, c'est écrit qu'on va faire partie de l'OTAN et de l'Union européenne. Et dans la tête de beaucoup de gens, on est en train de le faire, on est presque arrivé. Donc, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et je peux vous dire, en tant que député ukrainien, ce n'est pas une question de décision supplémentaire. On va tout faire, toute notre capacité pour y arriver, puisqu'on comprend les enjeux. C'est notre avenir démocratique qui est en jeu. Et pour revenir à la question du Parlement, c'est une anecdote assez personnelle que je vais vous raconter. Le premier jour de la guerre, les bombes sont tombées sur Kiev à 5 heures du matin. On s'est réveillés et on s'appelait entre leaders de notre parti pour faire venir les gens au Parlement. Le Parlement doit faire une chose importante au début d'une guerre. Il faut qu'on se rende dans les chambres pour faire une vote sur la loi Marshall. C'est notre responsabilité. Mais lorsque Kiev était bombardé, les gens essayer de faire en sorte que les familles étaient en sécurité ou partir sur le front. C'était chaotique, je peux vous le dire. Et on s'appelait chacun pour comprendre si on allait pouvoir rassembler suffisamment de députés pour voter les lois essentielles. On ne savait pas si ça allait être possible. Donc le Parlement se trouve au milieu d'un grand parc. Si vous êtes un pilote russe, c'est très facile de trouver la cible. C'est pour cela que la sécurité nous disait, même si vous avez suffisamment de personnes à l'intérieur du bâtiment, vous allez disposer de 10 minutes seulement. Et donc, on commençait à faire venir les députés. Il faisait noir, on n'a pas pu allumer les lumières. Les fenêtres étaient recouvertes de sacs de sable. Il y avait beaucoup de soldats à l'intérieur pour nous protéger. Et on rentrait dans le bâtiment. Lorsqu'on était allé dans la chambre, même si on était dans le pénombre, on se regardait et on voyait 420 députés. Sur 420 députés en total, 400 étaient présents dans le bâtiment. Et pendant ces 10 minutes-là, on cliquait désespérément pour passer notre vote pour la loi à être approuvée, pour que toutes les nations du monde allaient pouvoir nous aider. On était là, 400 sur les 420. On chantait notre hymne national, on se tenait par la main. On voulait montrer au peuple que les soldats étaient sur le front. Les médecins soignaient les blessés. Les enseignants enseignaient aux enfants. Nous, les députés, on relevait le défi, on faisait notre devoir. Et les députés savent que même si ça va être très douloureux, on va rester unis. Et on va avancer sur un front uni jusqu'à notre victoire. On va travailler en tant que team Ukraine. Et pendant chaque débat, on va être d'accord ensemble. On va prendre la parole avec une voix unie. Depuis ce moment, on a pu avoir 30-40 séances. On a réalisé plein de choses inimaginables. On a pu obliger les gouvernements locaux à réserver du foncier pour enterrer les morts. On a fourni les fournitures aux enfants. On a décidé quoi faire avec les réfugiés. Il y avait tellement de choses à faire. À l'université, on n'est jamais enseigné comment faire dans ces situations-là. Mais la démocratie en Ukraine fonctionne et va continuer à fonctionner parce que c'est pour cette raison, entre autres, qu'on se bat. On ne veut pas être comme la Russie. On veut être un pays démocratique. On veut être un pays européen.
Avant vos questions, on ne va pas faire passer le micro. Quelques remarques, quelques réflexions pour débriefer ce que vient de dire donc, la députée Olivier Védrine. Alors, moi, donc le 24 février, 5 h du matin, j'avais préparé un texte qui a été publié le 24 février dans la Tribune de Genève, qui s'appelle L'appel de Kiev, et où je demande le statut de candidat de l'Ukraine à l'Union européenne. J'envoie mon article publié dans la Tribune de Genève le 24 février à Maria Mentsetseva, qui est la responsable de la délégation de l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Elle partage mon article avec le Parlement de la Rada. Et quelques jours plus tard, elle me dit, il y a certaines idées de ton article qui ont été reprises pour justement proposer par le gouvernement l'adhésion, le statut de candidat à l'adhésion de l'Ukraine. Donc, je peux vous dire que le 24 février, on était tous actifs et on a tous voulu se battre pour l'Ukraine. Et Olivier, ça se fera, l'arrivée de l'Ukraine dans l'Union européenne, rapidement, parce qu'un processus pour entrer dans l'UE, ça peut prendre 10, 20 ans, voire beaucoup plus. La Turquie, ils attendent depuis 50 ans, bon, ils ne sont toujours pas. L'Ukraine, ça pourrait se faire en combien de temps? Écoutez, moi, quand je parlais de l'adhésion, la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne, il y a quelques mois avant la guerre, tout le monde me disait « Olivier, tu n'y penses pas, c'est pas possible ». Et quand j'ai lancé cet article le 24 février, quelques semaines après, c'était fait. Donc je pense que là, c'est un cas à part. C'est un peuple qui se bat pour les valeurs européennes, c'est le seul peuple qui est en train de mourir pour nos valeurs. Donc si on ne l'intègre pas facilement, c'est que vraiment, on est une bande de gens foutres, je vous le dis. Ça sera un mauvais signal. Bien. Alors, question dans la salle, mesdames, messieurs, puisqu'il est déjà 20h, un petit peu plus. Il y a une bonne surprise qui nous attend derrière. Monsieur, apparemment, veut poser une question. Si vous pouvez passer le micro, madame, ça serait parfait. Prenez le micro, qu'on vous entende bien. Oui, allez-y. merci, bravo pour ce débat qui est authentique. À propos de sanctions, il y a un domaine où il n'y aura pas de sanctions, et pour cause, il y a un partenariat, malheureusement, et on n'en parle pas assez, mais on en souffre tous, puisqu'on finance l'armée russe en ce moment, l'Europe et la France. Et je ne veux pas critiquer l'Europe et la France parce que c'est grâce à eux et grâce à l'Ukraine qu'on va se défendre. C'est l'uranium. Puisqu'on achète de l'uranium à la Russie, à Rosatom, où il y a l'ancien président d'EDF qui très discrètement continue d'être rémunéré par Poutine. Donc tout ça, c'est utile parce qu'il y a un manque d'uranium et il y a un affaiblissement de la chaîne de valeur. Et Nicolas, tu connais bien tous ces sujets, et je pense qu'Olivier Védrine aussi. Et vous tous sur scène, vous connaissez ce sujet. Il y a un affaiblissement du parc de centrales jusqu'au sourcing au nucléaire en France, où on était quand même la première puissance ou l'un des principaux leaders dans le nucléaire. Mais on achète encore de l'uranium? Très concrètement, on finance l'armée russe et le Kremlin en Europe et en France en achetant de l'uranium. Les journalistes... Pas que l'uranium, monsieur, puisqu'on continue aussi à acheter un peu de gaz. Aussi, non, oui, mais le gaz et le pétrole et le charbon, c'est décrescendo, il n'y en aura plus, et il y a des sanctions. Et là, l'Europe a été formidable et exceptionnelle dans sa réaction. Alors, je ne veux pas critiquer ce qui nous sauvera, c'est-à-dire la France et l'Europe, c'est qu'on a besoin de cet uranium. Mais on le dit insuffisamment, et votre question l'illustre, on en parle insuffisamment parce que ça nous dérange et on est un peu mal à l'aise par rapport à ça. En ce moment, on est en train de financer tout ce système terroriste d'État du Kremlin et de ses oligarques. Alors, Olivier, réponse courte. Hein, oui, vas-y, Olivier. Il n'y a pas que ce problème, il y a aussi le problème du satellite Intelsat, où il y a des chaînes russes qui sont encore diffusées, des chaînes de propagande russes qui sont encore diffusées sur le territoire européen. Il suffirait simplement de fermer les canaux et ça serait terminé. Voilà. Vous voulez dire un mot, madame la députée, sur la remarque de ce monsieur? Of course. En dehors de cela, chaque jour, les pays européens payent 1 milliard d'euros à la Russie pour les ressources énergétiques et d'autres choses qui ne sont pas sanctionnées. 1 milliard de dollars. Donc, lorsqu'on parle de la reconstruction de l'Ukraine, aujourd'hui, la guerre est financée par l'Europe des deux côtés. Et il faut mettre fin à cela. Et je crois qu'on arrivera. Ce processus demandera du temps. On voit des pays qui préparent des schémas pour se débarrasser de cette dépendance. Et aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de lacune. Il faut mettre la pression sur les gouvernements pour faire en sorte
que si ça ne se passe pas aujourd'hui, d'accord, ça ne peut pas se faire dans un claquement de doigts, mais il faut trouver un instant où les pays vont ne plus acheter des choses auprès de la Russie. On ne peut pas s'attendre à toutes les sanctions vont fonctionner convenablement. Mais chaque jour, on dépense 1 milliard de dollars en Russie. Autre question, rapidement. Qui prend la parole? Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. On va vous passer le micro. Il va arriver dans une fraction de seconde. Voilà, vous faites passer le micro. C'est parti, question assez rapide, réponse rapide. On va essayer d'en prendre plusieurs. Monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui, j'ai travaillé presque 30 ans avec l'Ukraine, le Kazakhstan et la Russie. Donc, je connais un petit peu ces pays-là, du point de vue économique et du point de vue agricole. J'ai une question concernant un pays, on n'entend pas trop parler, ou un petit peu, on parle beaucoup de guerre en ce moment entre nous tous. Il y a un pays qui a agi positivement, des petits pas, qui a permis l'exportation de céréales ukrainiennes vers le reste du monde. Et ce pays, c'est la Turquie. J'étais en 2016 en Ukraine, donc je travaillais à Vinitsa et Dnipropetrovsk, à l'époque, ça s'appelait encore comme ça. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait une proposition qui avait été faite en 2016 ou 2015, je ne me rappelle plus, et qui était de dire, qui avait été faite par les Turcs, le gouvernement turc, à la Russie et à l'Ukraine, en disant la Crimée doit être indépendante avec un co-management ukraino-russe et un statut type andorran avec tax-free, etc. Donc c'est une proposition. Donc moi j'ai été informé par la chancellerie à Kiev et il n'y a pas eu d'autres tombées. Donc pour moi c'est un pays, à mon avis, qui est une pièce maîtresse dans l'avenir de l'Ukraine. Je pense que l'Ukraine doit récupérer tout son territoire, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas des pas en avant? Donc actuellement, la Russie s'est retirée de la rive droite du Dniepr. Et donc il y a eu effectivement une proposition turco-israélienne pour qu'il y ait un cessez-le-feu ou que la Russie se déplace. Donc voilà, ma question c'est, est-ce qu'on parle beaucoup de guerre, mais est-ce que certains pays ne pourraient pas jouer un rôle dans une paix future pour l'avenir et pour qu'il n'y ait pas de perdant-gagnant, mais de gagnant-gagnant? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai. Gagnant-perdant, il n'y en aura pas. Il y aura des gagnants-gagnants. Sur quel pays s'appuyer pour la suite? Alors c'est sûr qu'il y a les pays qui ont fourni des armements, principalement les pays de l'OTAN, bien sûr, les États-Unis, le UK, la France, etc., etc. Sur quel autre pays comptez-vous vous appuyer pour la suite? Monsieur évoquait la Turquie, peut-être Israël aussi qui est assez actif également. Merci beaucoup pour cette question. La Turquie, effectivement, joue un rôle important. Par exemple, la Turquie organise un couloir des céréales pour permettre l'export de nos céréales. Nous sommes un pays agricole. Il est clé que les céréales sortent et que le commerce continue. Ceci dit, regardons un peu de plus près à cet accord sur les céréales. Ça fonctionne avec toutes ces parties, parce qu'ils ont donné la parole. C'est rien d'écrit noir sur blanc. C'est juste Erdogan et Poutine qui se sont mis d'accord verbalement pour que Poutine permette au bateau de sortir. Poutine est déjà revenu là-dessus à plusieurs reprises avec un impact important sur le commerce. Mais ce n'est pas un accord reconnu. C'est le début d'un commencement, si vous voulez. Mais même dans ce cas précis, il n'y a pas d'accord signé qui oblige Poutine à rester engagé. Voilà le premier point sur la Turquie. Deuxième point, sur un autre pays qui pourrait nous aider à avoir une situation gagnant-gagnante. On va toujours demander un tribunal. On a vu les atrocités faites par les soldats russes dans notre pays aux innocents. C'est un génocide. On ne souhaite pas que ce soit répété. On va exiger
la justice vis-à-vis de ceux qui ont souffert. Et un accord de paix va donc être un peu impossible dans un prochain avenir parce qu'il faut amener Poutine devant les cours, dans un tribunal. Moi, j'ai vu les corps morts le long des rues. J'ai vu les femmes brûlées, leurs corps brûlés. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est les gens qui ont été brûlés. Je connais les femmes qui ont été violées par des soldats russes. Et on ne peut pas ne rien faire. Il faut punir les criminels. Parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise à l'avenir. Un mot. Olivier, encore une question et on se dira au revoir, malheureusement. Voilà. Alors, je voulais vous dire effectivement qu'il n'y aura rien de négociable et de négocié s'il n'y a pas un tribunal de Nuremberg sur les atrocités de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide. Bon. Je vous ai tout à l'heure parlé de mon ami Mourad Kourbanov, qui a été élu au Turkménistan dans un vote alternatif. Et je voudrais aussi vous parler de mon amie Yulia Gershon, qui a été Miss Ukraine, Miss Univers aussi, et qui est la directrice de la fondation Peace Committee for Ukraine, et qui a sauvé plus de 5000 femmes et enfants, qui était à Boutcha, qui est allé chercher à Irpin les gens pour les amener par bus en Europe et les dispatcher dans les familles et les sites où on pouvait les recevoir. C'est ça l'Ukraine. Voilà. Dernière question, s'il vous plaît. Question, oui, non. Sinon, bah, écoutez, on va se quitter. Juste un dernier mot peut-être. C'est quoi la prochaine étape pour vous, Madame la députée une fois que vous allez rentrer, vous penserez à quoi? Après mes voyages, après mes discussions dans différents pays, je ramène dans mon pays un sentiment d'être soutenu. Les gens chez moi en Ukraine me demandent, est-ce que le reste du monde, est-ce qu'ils sont fatigués de notre guerre ici en Ukraine? Et je leur dis non. Il y a autant de soutien aujourd'hui qu'au début. Parce que les gens dans différents pays, même les pays qui ne connaissaient pas l'existence de l'Ukraine auparavant, même ces pays-là, ils savent maintenant que notre combat est très important pour tous. Je vais rentrer avec beaucoup de soutien humanitaire envoyé par différentes œuvres caritatives, mais également par des individus qui disent « Moi, j'ai des vêtements chauds en trop, vous en avez besoin, prenez-les. » Et c'est vrai, on en aura besoin. Je vais ramener avec moi de l'espoir et la compréhension que, étape par étape, ceux qui ne croyaient pas qu'on allait gagner cette guerre commencent à croire qu'on va la gagner. Je vais ramener chez moi le fait que beaucoup de gens nous aiment et nous nous préparons au défi de l'hiver et de notre survie. Je sais que la chose la plus importante est que nous croyons que nous allons survivre et que nous allons avancer ensemble. Je sais, personne ne connaît la date de la fin de notre guerre, mais je sais que nous allons avoir la victoire. Il y a une chose que je peux vous promettre aujourd'hui. On va se battre. Et la prochaine fois que je viens vous voir, on va parler de choses ennuyantes, style la reconstruction de l'Ukraine, comment reconstruire de la voirie, comment créer une infrastructure verte, une infrastructure neutre en carbone. Parce qu'après toutes ces choses qui se sont produites, la chose la plus importante est que nous croyons
en être capable. On applaudit très très fort. Kira Rudik, on la remercie d'être venue spécialement. Donc, elle a fait l'aller-retour pour vous, pour les rencontres de l'avenir à Saint-Raphaël. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler avec beaucoup de sincérité, de cœur également, de ce que vous vivez depuis le 24 février. On remercie chaleureusement également Olivier Védrine, grand expert des pays de l'ex-URSS. Nicolas, le mot de la fin, mon cher Nicolas. Je voudrais vous dire un mot. Je n'ai pas pour habitude de dévoiler mes conversations téléphoniques privées, mais pour une fois, je vais le faire. Au tout début de la guerre, suite à un papier que j'avais fait dans l'Express, dans lequel j'expliquais que, bien sûr, les sanctions contre la Russie auraient un coût pour nous, mais que ce coût, c'était le coût de notre protection, de la défense de nos valeurs, de notre liberté. Je ne sais plus si c'est le ministre de l'économie qui m'a appelé ou si c'est moi qui l'ai appelé, peu importe. Et donc on discute de tout ça. On discute de la question des sanctions, avec cette idée selon laquelle, dès le début, il faut mettre en place des sanctions très très fortes. C'est la première fois dans l'histoire des sanctions que contre un pays, dès le début, on y va si fort sur les sanctions. Et le ministre de l'économie me fait cette réflexion très synthétique mais très juste. Il me dit, au fait, en réalité, le sujet, Poutine, c'est de l'arrêter. Ça voulait dire, c'est de l'arrêter. Poutine, le sujet, c'est de l'arrêter. Voilà, bien sûr. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que cette affaire d'Ukraine, c'est notre affaire. C'est bien la raison pour laquelle on a organisé cette conférence. Et c'est la raison pour laquelle, en dépit des difficultés économiques, les Français soutiennent massivement les aides à l'Ukraine, l'aide militaire à l'Ukraine. Parce qu'il y a cette idée selon laquelle on doit se battre pour nos valeurs dans notre propre intérêt. Et c'est la raison pour laquelle on a organisé cette soirée. Alors, ce que je voudrais dire aussi sur un ton plus léger, c'est que la continuité de la vie en temps de guerre, c'est la continuité aussi de ce qu'on aime. Et donc, en sortant, on pourra boire un verre de vin, le vin du château de Sannes, celui de Pierre Gattaz. Et alors, attends, et Pierre Gattaz, comme je l'ai dit hier, est un homme particulièrement généreux. Je l'ai dit, hein. Oui. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. Donc, Pierre m'a dit qu'il y avait des bons de commande, grâce auxquels, pendant 3 semaines, c'est bien ça, on peut avoir une réduction de 20%. C'est dingue. Oui, Pierre, bravo. Pierre, vraiment, viens là. Donc, viens. Donc, je présente Pierre Gattaz est l'ancien patron du patronat français, Business France. Et il a un fabuleux domaine. Il fait du vin. En Ukraine aussi, on fait du vin. Le vin de Massandra en Crimée, voilà, c'est du bon vin. Voilà. On va faire une chose. Bonne soirée et à demain 10h.